Ce matin, je vais vous parler de yoga postural et du fait d'adapter le yoga qu'on pratique en essayant d'être avec le moins de risques possible sur le corps. Avec évidemment, il y a des aspects particuliers, notamment des zones qui sont plus fragiles dans le corps, donc on va voir ça. Et je vais vous présenter avec Kevin Bonmosso qui va arriver les grandes séries de postures et leurs bénéfices, leur intérêt, les ajustements un peu globaux de ces différentes postures. Et puis évidemment, on va aussi mettre en pratique. Mais avant ça, je vais vous donner quelques informations aussi générales. Ça conviendra à tout le monde, ça marche pour tout le monde, qui concernent plutôt des idées générales sur la manière dont il faudrait pratiquer pour pas se faire mal. Pour pas se faire mal physiquement d'abord, parce que en fait, le yoga c'est une pratique physique. Donc, du fait que ce soit une pratique physique, nécessairement, c'est quand même possible de se faire mal, même si le yoga c'est une pratique du bien-être qui est censée nous faire du bien, mais tout dépend comment on pratique. Tout dépend si on pratique avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volontarisme, on peut se faire mal, c'est toujours possible. Voilà, donc on va voir en détail comment ne pas se faire mal, avec toutes les différentes variations qu'on peut avoir de nature, de constitution, parce qu'on n'a pas les mêmes traits de caractère les uns les autres. Donc si on est plutôt cool, assez kappa, comme ce qu'on dit dans l'Ayurveda, c'est-à-dire vraiment un peu tendance à être flemmard ou pas aller trop en avant et à attendre avant de se jeter sur une activité, là il n'y aura pas de problème. Les kappas se font pas mal, par exemple. Voilà, ça c'est des attitudes différentes. Bonjour Lorraine. Voilà, donc je vous lis juste deux phrases qui, à mon sens, sont assez intéressantes pour résumer la manière dont on devrait aborder la pratique du yoga. La première, c'est de Tirumalai Sri Krishnamacharya, qui est vraiment l'un des pères fondateurs du yoga moderne, notamment de l'Ashtanga Yoga. Et lui, il disait que ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au yoga, mais bien le yoga qui doit s'adapter à la personne. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Et c'est pas parce que, par exemple, même l'Ashtanga, en fait, qui est une pratique physique dynamique, c'est une pratique qui est très codifiée, très précise. Il y a pas beaucoup de variations dans l'Ashtanga. En tout cas officiellement, mais malgré cela, en fait, il faut quand même prendre en compte que s'il y a des choses qu'on peut pas faire physiquement ou parce que mentalement ce jour-là c'est pas ok, il faut d'abord s'écouter. Ça c'est le plus important. Et ensuite une deuxième phrase. Là, c'est même un sutra, puisque ça vient des Yoga Sutras de Patanjali, qui est un texte dont je vous parlerai beaucoup plus tout à l'heure sur Yoga Émotion, parce que c'est vraiment un texte classique en yoga et qui dit beaucoup de choses sur la manière dont on doit s'appliquer à aborder la vie, même en général, comment faire avec nos émotions. Justement, les Yoga Sutras en parlent beaucoup. Et donc, un sutra, c'est un aphorisme, en fait. Ça veut dire aphorisme en sanskrit. Et donc, un aphorisme, c'est une phrase un peu qui résume une pensée philosophique. En somme, c'est une phrase très courte qui est censée aller droit au but pour nous expliquer un peu comment aborder la vie en général. Et là, particulièrement sur les postures de yoga, ils disent dans les Yoga Sutras, dans le 2e chapitre, les postures de yoga doivent être à la fois stables et confortables. Stables et confortables. Ça, c'est très important parce que pour les personnes qui sont justement très volontaires, c'est pas toujours stable leur posture parce qu'on voit qu'elles forcent, qu'elles sont vraiment dans l'intensité. Et là, du coup, ça veut dire mettre un peu plus de douceur dans sa pratique, un peu plus de douceur dans son corps, moins de tension physique. Alors évidemment, la vie, ça nous met plus ou moins en tension physiquement et mentalement. C'est pas, on n'est pas dans une vie édulcorée où il y a jamais de problème, jamais de souffrance et où il ne se passe rien. On en parlera aussi cet après-midi sur Yoga Émotion. Mais malgré tout, lorsqu'on pratique le yoga, surtout que le yoga, le principe de cette pratique, c'est quand même de faire du bien au corps, pour faire du bien au mental, pour aller vers plus de sérénité. Du coup, il faut garder en tête qu'il faut être stable et confortable. Voilà. Donc la première règle importante que je voulais rappeler ici, c'est qu'il faut pratiquer pour être stable et confortable et pour savoir ce qui nous convient dans le yoga
postural. Là, on parle surtout de yoga physique. Il y a d'autres formes de yoga. La première règle à appliquer, c'est de pratiquer en conscience. En conscience, ça veut dire, lorsqu'on pratique, on essaye d'être présent à la posture qu'on est en train de réaliser et de ne pas avoir l'esprit qui part ailleurs. Alors, on essaye, évidemment, c'est pas toujours évident, je sais, mais l'idée, c'est de rester en présence de la posture du triangle qu'on fait ou en présence de la posture de Tadasana, puisque a priori, en fait, si on n'est pas en présence, on n'est pas dans son corps, on n'habite pas son corps, on l'incarne pas, et donc on risque de se faire mal, concrètement. Voilà, c'est ça. Voilà, juste par rapport à ça, ça c'est une petite aparté, mais qui a aussi son intérêt, je trouve. Il y a pas mal de personnes qui pratiquent des yogas dynamiques aujourd'hui parce que l'ashtanga ou le vinyasa, c'est une pratique, ce sont des pratiques qui sont très en lien avec la société dans laquelle on est, qui est une société proactive, dynamique, stimulante, où on nous demande d'être performatif. C'est des yogas performatifs, les ashtanga et vinyasa. Donc c'est très bien, ces yogas ont beaucoup d'intérêt et sont très intéressants, très utiles et très, très efficaces pour nous canaliser, nous amener là où on doit aller en yoga. Mais il faut encore une fois être en conscience et se demander réellement si ce yoga dynamique nous correspond à l'instant T, nous convient bien et si ça nous force pas un peu, si ça nous met pas trop dans l'intensité. Voilà, toujours en conscience. C'est une réflexion, je pense, qui est utile parce que beaucoup de monde vont considérer, aujourd'hui, beaucoup de personnes vont considérer que on a besoin de se défouler, faire du footing. Bonjour Kevin, de faire des pratiques donc très intenses parce que ça nous fait du bien pour évacuer le trop de tension. Mais voilà, il faut toujours pondérer ça avec est-ce que ça nous génère pas trop d'intensité, justement un surplus de stress, et c'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire du yoga ou qu'il faut faire du sport ou je ne sais quoi qu'il faut le faire avec un excès ou quelque chose qui nous convient pas tout à fait. Pratiquer une activité physique, de toute façon, c'est extrêmement bénéfique. Personne ne dira le contraire. Toutes les personnes du corps médical, les pratiquants de yoga, les professeurs de yoga diront que nécessairement pratiquer une activité physique, c'est très bon. Mais laquelle ? Dans quelle intensité ? Ça, c'est autre chose. Tant que Kevin est là, voilà, Kevin, du coup, je fais un peu les règles de base avant d'aborder les différentes grandes catégories de postures. Et puis, là, c'est pas forcément un moment où tu as des choses particulières à dire, sauf si tu penses à quelque chose. Mais du coup, je te dirais peut-être de te présenter après, qu'on fasse un petit moment de présentation. Voilà. Avec Elliot qui est là aussi. Voilà. On a un petit yogi. Deuxième règle importante, c'est préparer sa musculature pour la mise en mouvement. Donc concrètement, en fait, on va par exemple en yoga parler de Pawan Muktasana, ça s'appelle échauffement justement, ou bien lorsqu'on pratique l'ashtanga ou le vinyasa, les yogas dynamiques, c'est les salutations au soleil qui sont des échauffements. Alors, quels que soient les échauffements qu'on fait, il faut en faire un petit peu. C'est toujours un peu dans cette idée d'être à l'écoute de son corps. C'est sûr que si on rentre direct dans quelque chose de très intense, le corps, il va pas du tout aimer, ça va le brusquer. Ça, c'est un peu logique dans l'absolu, quoi. Ensuite, une troisième règle, ne pas bloquer son souffle. Ne pas bloquer son souffle, c'est délétère. Je ne sais pas si on a quelque chose de très physiologique à rajouter là-dessus, Kevin, sur le fait de bloquer le souffle, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence dans le corps, pourquoi ce serait délétère concrètement ? Ça a des incidences sur la tension musculaire. De toute façon, le diaphragme, en plus, il est attaché à la colonne vertébrale par des piliers. Donc, de toute façon, dans toutes les activités physiques, on va préconiser de maintenir le souffle, maintenir la respiration en activité, ne serait-ce que pour oxygéner les cellules de manière optimale. Ouais, d'accord. Oxygéner les cellules pour le bon fonctionnement du diaphragme, le drainage lymphatique et sanguin, massage abdominal, l'oxygénation du cerveau, tout ça, c'est ce qui est permis par une respiration fluide, régulière, c'est ça. Okay. Quatrième règle, ne pas faire de posture qu'on ne connaît pas, pour les mêmes raisons précédentes que j'ai indiquées.
5e règle, là pour le coup c'est un peu différent de ce que je vous ai dit jusque-là, ne pas non plus céder à la facilité. Donc je vous ai beaucoup parlé de l'intensité des personnes qui pourraient pratiquer d'une manière performative, parce que c'est la société dans laquelle on est, c'est ce qu'on nous amène à faire. À être actuellement, à être performatif. On nous demande d'être performatif à beaucoup de niveaux. Performatif en tant que salarié d'une entreprise, performatif en tant que parent dans l'éducation de nos enfants, performatif dans notre quête du bonheur. Bref, il faut être performatif à tous les niveaux aujourd'hui. On a beaucoup d'injonctions. Mais malgré tout, voilà, là c'est plutôt l'inverse, c'est ne pas non plus céder à la facilité, parce que l'idée c'est pas non plus de se dire ok, moi Eva elle m'a dit je vais pas être performative, donc du coup je me foule pas trop, je vais faire juste des relax allongés. L'idée c'est quand même d'être voilà dans une énergie qui permet toujours de garder son corps comme un outil qu'on utilise, qu'on va mettre en mouvement régulièrement, parce que c'est bénéfique au niveau physiologique, voilà, en beaucoup d'aspects, notamment ce que disait Kevin, voilà. Quand on pratique, donc on va se mettre en mouvement, on fait des échauffements, on va faire des mouvements doux, ça c'est très bon pour beaucoup de personnes de faire des mouvements doux. Après il y a à voir selon les personnes, est-ce que l'immobilité, les mouvements doux ou alors être un peu plus énergique, ça va correspondre à certains et pas à d'autres. Mais lorsqu'on va rester ensuite dans les postures immobiles, comme ce qu'on fait dans les yogas pour tous que je vous propose ou dans les yogas dynamiques, l'idée c'est de le faire dans une certaine durée, mais moi je fais en général 5 respirations, ça fait à peu près 30 secondes, un minimum de 30 secondes à 1 minute. Et parce qu'il y a des bienfaits physiologiques à rester immobile dans un étirement. C'est viscéral, nerveux, sanguin, lymphatique. Voilà, alors les bienfaits physiologiques, je ne sais pas si tu as un commentaire à ajouter là-dessus, Kevin ou... Oui, c'est prouvé scientifiquement que les mises en tension des muscles ressenties de manière bénéfique, bien sûr, il faut que c'est un sens bénéfique. Si je m'étire trop loin, trop fort, ça va me faire très mal. Ouais. Et les mises en tension douces, régulières, prolongées vont déclencher des messages nerveux, développer des neuromédiateurs dans le cerveau qui vont être bénéfiques, notamment les endorphines que tout le monde connaît. Donc, oui, pour hormonal aussi, c'est vrai que j'ai pas dit hormonal. Ouais. Aspects sur la circulation sanguine, etc. Il y a plein d'effets positifs à se mettre en étirement. Ok, une certaine durée. Alors, en yoga, on dit 30 secondes minimum, mais dans les textes classiques, d'ailleurs, il y en a qui vont dire, comme André Van Lisbeth, de 2 à 15 minutes dans une posture. Donc, il faut voir la posture, mais il y en a 15 minutes... mais moi, je le fais pas du tout et j'ai pas envie. Mais dans d'autres textes classiques, mais bon, là, c'est vraiment la tradition à se demander si c'est réaliste. Ils préconisent, je l'ai pas marqué là, mais je crois qu'il y en a qui disent jusqu'à 2 heures. Enfin bon, bref, peu importe. Mais... si on a un temps d'étirement trop court, on n'aura pas le temps de sécréter ces neurohormones, en fait. D'accord, donc la durée, voilà, elle a quand même son importance. Minimum, voilà, d'une trentaine de secondes, en fait. Ouais. Ouais, il y a une physiologie comme ça, ils avaient bien vu. Ouais. Ça n'a pas le bienfait positif, le bienfait de la posture si on n'étire pas assez longtemps. Ouais. Ok. D'accord. Et puis ensuite, donc règle numéro 7, de travailler avec légèreté, muscles décontractés et une attention focalisée. Donc c'est un peu cette même histoire de pas être trop en tension. Quand je vous dis chercher l'équilibre entre tension et relâchement, ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais c'est vraiment cette idée de ok, tous les bénéfices dont on parle, viscéraux, lymphatiques, sanguins, hormonaux, de l'étirement qui va durer environ 30 secondes minimum, si on est crispé et tendu, en somme, ça c'est pas bénéfique, hein. Voilà, c'est ce que disait Kevin tout à l'heure. Un autre aspect, ça c'est une parenthèse qui a son importance, un étirement, donc ça peut être un étirement intense qui ne sera pas une douleur, donc c'est intéressant progressivement dans la pratique de distinguer étirement de douleur et aussi de distinguer étirement du muscle, ce qui est bénéfique, de douleur articulaire. Quand on a une douleur articulaire, quand c'est au niveau des zones des articulations, ça c'est pas ok, quelles que soient les postures. Voilà. Ça doit rester une pratique de bien-être. Une pratique de douleur. C'est ça, voilà. Bon, ça c'est encore cette histoire voilà, quand on est volontariste et dans l'intensité, c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est des petites précisions à donner pour être bien au clair.
Voilà, alors là, on arrive un peu plus sur le postural, puisque je vais parler de l'antéversion du bassin. Donc, règle numéro 8, aplomb sur les talons et antéversion du bassin. Et après, on va mettre en pratique, justement, pour un petit peu voir ce que c'est. Bon, ceux qui pratiquent avec moi à la semaine savent bien ce que ça veut dire. Donc, la posture physiologique, c'est un peu celle qu'on peut visualiser de ces femmes africaines qui portent quelque chose sur la tête. Voilà, qui portent une charge lourde sur la tête ou de l'eau qu'elles ramènent au village. Et donc, en fait, pour avoir la légère antéversion du bassin qui est physiologique, il faut imaginer qu'on pousse quelque chose avec le sommet du crâne, ici, et que pour avoir cette légère antéversion physiologique, il faut appuyer un peu plus les talons dans le sol. Donc, alors, est-ce que tu veux préciser quelque chose avant qu'on mette en pratique, Kevin, par rapport à l'antéversion, à ce bon postural? Bon, il y a aussi l'ouverture de poitrine, les épaules légèrement roulées vers l'arrière sans être en tension. Donc, on n'est pas comme ça, hein. On a les côtes flottantes qui repartent vers l'arrière. De toute façon, il faut respecter les courbures physiologiques du rachis, qui sont la lordose, la syphose et la lordose cervicale. Donc oui, c'est sûr qu'on ne va pas se mettre en permanence en rétroversion, c'est aphysiologique, quoi. Il faut être vraiment légère en antéversion. Donc, antéversion, c'est cambré. Rétroversion, c'est la pointe du sacrum vers l'avant. Donc ça, c'est pas physiologique, la pointe du sacrum vers l'avant. Non, c'est une abolition de courbure. Après, certaines personnes vont être hyper lordosées. Après, c'est des déformations vertébrales. Donc ces personnes-là, effectivement, elles vont peut-être avoir du mal à se mettre encore plus en antéversion parce qu'elles le sont déjà. Donc ça, c'est des cas particuliers. C'est le cas par cas. Et pour les personnes qui sont très cambrées, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui pratiquent, dans mes cours, par exemple, qui sont très cambrées. Donc, moi, je préconise d'aller moins dans la cambrure lombaire. Donc, justement, il y a cette histoire de lorsque c'est trop cambré, quand la cambrure, elle monte jusque-là, c'est pas OK. Il faut qu'elle monte jusqu'à la ceinture du pantalon. Donc, il faut, dans ce cas-là, chercher à raccourcir l'abdomen. Hein. Ouais, après, c'est amener un équilibre de tension, justement, pour soulager les muscles lombaires qui sont tout le temps raccourcis, et certaines postures vont leur faire du bien aussi. Toutes les postures vont être en flexion, par l'avant, comme quand tu viens toucher les pointes de pied, là ça va les détendre énormément. On va faire la posture de la montagne ensemble, on l'a fait. Alors vous connaissez bien, mais on va reprendre en détail ça. Qu'est-ce que c'est ? Donc les grandes catégories de posture, il y a des grandes catégories de posture en yoga et avec des ajustements assez spécifiques et toujours les mêmes selon ces grandes catégories de posture. Dans ces différentes catégories, il y a des effets attendus, des bénéfices, en somme, mais il y a aussi des contre-indications pour toutes ces grandes catégories de posture. Donc on commence avec les flexions. Donc les flexions avant, c'est la posture de la pince, Paschimottanasana, c'est Uttanasana quand on est debout et qu'on descend ici, ça c'est une flexion aussi. Voilà, toutes ces flexions, c'est le moment où on va diriger le ventre vers les cuisses. Oui, le chien tête en bas aussi, c'est une flexion. Bon, voilà, après on verra le détail, on essaiera plusieurs postures. Alors, l'un des bénéfices, ça va être d'assouplir la chaîne postérieure, tout l'arrière du corps. Un autre bénéfice, c'est aussi de détendre le système nerveux. Ouais. Désensibiliser, ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur la détente du système nerveux pour les flexions avant? Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur les contre-indications? Parce que là, tu parlais des contre-indications. Quelqu'un qui a une sciatique, voilà, va pas pouvoir faire ces exercices en flexion parce que ça va mettre en tension la moelle épinière, la dure mère et la racine nerveuse, et là, ça va déclencher forcément la douleur. Donc, quand tu as une sensibilité du nerf sciatique, on va pas pouvoir le faire, quoi. Alors, hernie discale, c'est contre-indiqué pour ces postures de flexion avant, mais hernie linguinale, c'est OK. Inguinale, ouais. Voilà. Donc, détente du système nerveux, il y a vraiment une stimulation au niveau du système nerveux autonome, quoi. Ça nous induit vers le système parasympathique, oui, voilà. D'être en flexion avant. Tu peux dire ça? Ouais. Ça a été prouvé scientifiquement, oui. Ok. Alors, lorsqu'on fait des postures de flexion, donc on va faire la pince ensemble, il y a vraiment cette idée de faire l'antéversion, plier les genoux, ça va beaucoup aider pour pas mal de monde.
avoir les fesses surélevées et faire la pince, mais pas la tenaille. Alors ça, je le dis aussi pas mal de fois en cours, mais la pince, pas la tenaille, ça veut dire concrètement que lorsqu'on est dans la posture de la pince, on va chercher à avoir le ventre vers les cuisses à descendre dos droit et pas à faire ça. Donc ça, c'est pas OK. Donc le dos arrondi, le ventre éloigné des cuisses, ça, c'est pas OK. Alors, est-ce que tu as peut-être une précision à donner sur le fait que pourquoi c'est pas OK, pourquoi c'est pas physiologique le fait de faire le dos rond quand on descend comme ça? C'est pas que c'est pas physiologique, mais c'est que ça va être très inconfortable à un moment donné. Ouais. Donc ça dépend du niveau des personnes, bien sûr. Moi, si je fais cette posture-là, je vais pas aller très loin. Donc si je veux respecter la posture, j'irai forcément pas très loin en étant bien corrigé. Ouais. En tout si cas, on cherche à aller trop loin, on va se déformer, on va irriter. En tout cas, ce qui est précisé là pour le coup dans les postures pour aller chercher l'étirement de l'arrière du corps et l'étirement du dos, nécessairement, si on veut chercher l'allongement de la colonne vertébrale, on est obligé de chercher cette flexion de hanche. Donc, en gros, c'est vraiment fléchir au niveau des hanches, éventuellement, donc en pliant pas mal les genoux. Et quand on fait ça, le dos, là, il n'est pas étiré. C'est surtout aussi qu'on cherche l'étirement du dos, en fait. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qu'il faut préciser. Non, c'est l'inverse, là, du coup. Si tu fais cette position en antéversion, ton dos bien droit, tu étires tout ton système nerveux et ta chaîne postérieure des membres inférieurs. Des jambes. Et ton dos, il reste stabilisé. Ouais. Alors que si tu fais cette posture-là, complètement arrondie vers l'avant, là, tu mobilises ton dos. Oui, c'est ça. C'est pour respecter ce qu'on veut dans la Oui, c'est ça. Donc voilà, quand on fait la tenaille comme ça, le dos, il n'est pas étiré. Si on fait le dos plat, là, le dos, il est étiré. Et l'arrière des jambes dans tous les cas. Moi, je pense l'inverse, mais... Attends, t'as dit l'inverse. C'est un problème de terminologie. Oui, là, quand tu fais ta posture comme ça, il est étiré vers l'avant. Il est en flexion, mais oui, mais pas en autograndissement. Ah oui, là, t'es pas en autograndissement. Étirement, tu parles d'auto-agrandissement. D'auto-agrandissement, axial. ok, axial, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, j'ai pas les termes de kiné. Il faut être en autograndissement. Toujours ce vertex qui va aller vers la... L'idée, c'est de créer l'espace entre les vertèbres et d'ailleurs de ne pas aller amplifier des éventuelles hernies qui seraient existantes en sommeil, etc. Donc, ce qu'on cherche à faire de manière générale, c'est créer de l'espace entre les vertèbres, de s'allonger, de détasser au maximum. Tandis que le fait de faire la tenaille, d'arrondir, alors ça peut faire des bénéfices par ailleurs, de faire on arrondit, on désarrondit, etc. Mais ça peut créer aussi des douleurs, ça, pour le coup. Oui, si tu respectes la position neutre physiologique de la colonne vertébrale, tu as moins de chances de déclencher, de t'irriter quelque chose. L'autograndissement, c'est physiologique plus que le... c'est les courbures physiologiques, quoi. Ouais, l'autograndissement dans les courbures physiologiques. Il faut quand même se rendre compte que quand on dit autograndissement, c'est ce que disait Kevin, on a les courbures physiologiques. Donc, en fait, quand on allonge la colonne vertébrale, les courbures restent. Voilà, donc c'est pour ça qu'on cherche toujours à avoir un peu d'antéversion. Et l'ensemble n'est pas modifié pour autant. Mais par contre, on essaye d'allonger, de créer de l'espace. Je ne sais pas si c'est explicite ça, mais il y a quand même cette idée-là qu'il faut quand même préciser, quoi. Oui, on peut visualiser ça. En fait, c'est surtout que ça active les muscles et que ça les renforce. Et qu'on garde les bonnes courbures qui ne sont pas dangereuses, du coup. Voilà. On ne va pas s'irriter un ligament lombaire en respectant la courbure lombaire physiologique, c'est sûr. Donc, on étire aussi donc l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport aux personnes qui font beaucoup de yoga dynamique? Et ça, c'est un truc que moi, j'ai eu, que Susanna, elle a eu, que en Ashtanga. Quand on fait beaucoup de yoga dynamique et là, pour le coup, c'est plus des problématiques de personnes qui sont souples, mais c'est d'aller tellement chercher l'antéversion qu'on se fait mal à l'ischio-jambier. Donc là, il faudrait plutôt chercher la rétroversion, plier les genoux. Après, c'est une histoire de compensation. Est-ce que j'ai une facilité est-ce que je suis absolument pas sensible du système nerveux périphérique, comme toi, tu peux aller très très loin vers l'avant, au moins j'irai beaucoup moins loin. Donc je vais être obligé de plier les genoux. Donc plier les genoux et rétroversion aussi un petit peu. À un moment donné, je vais être obligé. Mon corps va m'obliger à le faire. Après, avec des années de pratique, peut-être qu'un jour j'arriverai à être un peu plus antéversé, mais... Oui, quand tu veux dire, quand on a moins de souplesse, de toute façon, l'antéversion est très difficile à... Ok. C'est une logique, c'est le système. Okay. Ce qui fait que quand tu es en étirement comme ça, et que tu peux pas antéverser plus, moi je suis bloqué, c'est mon système nerveux,
c'est mes nerfs sciatiques qui me disent que je peux pas y aller plus loin. D'accord, ouais. Et c'est pour ça qu'on plie les genoux. Voilà, là, je peux aller forcément plus en gardant les orteils flex. Voilà. Les orteils flex, ça aide aussi à activer l'étirement de l'arrière des jambes. Et là, vous allez expérimenter, vous allez faire en petit groupe, comme ça on viendra ajuster aussi, pas tout le monde à chaque fois, mais en petit groupe, c'est-à-dire de faire cette différence dans la posture. Donc vous allez essayer comme ça. Et vous ajustez les uns les autres. Et nous, on viendra aussi avec Kevin. Donc, on va avoir les mains soit de chaque côté des genoux, soit les mains derrière les fessiers. Solange, on fera sur chaise et je vais te montrer comment faire sur chaise. Donc, comme ça, pieds pointés. Essayez pieds pointés. Ensuite, vous essayez réflexe. Et puis, pliez les genoux. On va faire ces différentes possibilités-là pour bien sentir la différence d'alignement dans la posture. Et puis, on peut essayer le dos rond pour bien sentir aussi la différence de rond, ce que ça fait. Ah oui, alors il y a l'autre chose aussi que je vais ajouter avant qu'on aille vous voir et que vous faites ces différentes variations, c'est quand on descend, et qu'on va faire la flexion avant, on a ce truc un peu particulier d'avoir la tête qui part vers l'arrière. Alors moi, je comprends jamais pourquoi il y a ça, mais c'est une raison physiologique et toi, je crois que tu l'avais dit l'année dernière. Ouais. Tu te rappelles de pourquoi on fait ça? En fait, quand on part en flexion avant, je sais pas pourquoi il y a un truc de la nuque, on a cette tendance à regarder vers le haut. Alors pourquoi? C'est ligamentaire, c'est une compensation physiologique parce que on n'a pas assez de souplesse. Donc si tu viens gagner en flexion, forcément tu vas avoir du mal. C'est ligamentaire. Mais pourquoi tu pars la tête vers l'arrière? Tu saurais dire parce que si tu vas en flexion lombaire, tu vas en extension cervicale en fait. Ok. Voilà. Ça t'amène automatiquement à faire ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous, même tout le monde, je pense en débutant, en fait on va aller mettre la tête vers l'arrière et c'est pour ça d'ailleurs que sur les postures de flexion avant, pour l'instant, je vous indique de relâcher la tête, justement d'être en détente en fait sur les cervicales, parce qu'après dans les yogas dynamiques, pour le coup, en fait on est censé regarder les gros orteils, donc après justement on relève la tête, mais au début je vous dis de relâcher la tête. Ouais. Voilà. C'est pas une hyper-extension, voilà ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre en hyper-extension. Et pas non plus mettre la tête vers l'arrière tout court. C'est ça l'hyper-extension. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'hyper-extension cervicale? C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire aussi cet aspect-là? Je vais récapituler les différentes choses que vous allez faire ensemble. L'hyper-extension cervicale, ça veut dire qu'en gros, on tasse ici. Si on ne veut pas tasser au niveau des cervicales pour que ce soit délétère, je me décale si vous voulez voir, l'idée c'est d'étirer vraiment au maximum, encore une fois, cette histoire d'autograndissement vers le haut, et ensuite on va aller regarder vers l'arrière. Mais il y a vraiment d'abord cette histoire d'allongement, là plutôt comme les femmes africaines qui ont des grands colliers au niveau du cou, qui leur allongent le cou, on imagine qu'on a ces grands colliers-là, ce grand collier, et ensuite on va chercher vers l'arrière. C'est différent de ça, vous voyez peut-être là de profil, c'est peut-être plus évident, et de ça. On veut du tonus musculaire, voilà. Et là, il y a vraiment, ça aussi, on peut le faire avec pousser index devant la poitrine pour le sentir. Vous allez le faire à la fin. Pouce au niveau de la poitrine et les index au niveau du menton, on doit rester en contact. Et ça garde le tonus, ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dit en résumé qu'on va faire? Donc pour finir sur ces histoires de flexion avant de continuer avec les extensions, flexion arrière. Donc ce que je disais tout à l'heure, justement, je crois que c'était pour Marie-Paul, bien penser à avoir les bras et les jambes actifs pour pouvoir étirer la colonne vertébrale passivement. Ça, c'est aussi, je pense, une phrase que vous avez déjà entendue dans mes cours quand vous êtes avec moi depuis quelques temps. Mais il y a vraiment cette idée de l'autograndissement de la colonne vertébrale doit se faire du fait des jambes et des bras. Et donc, ça veut dire que les bras sont pas mous. Ils sont pas relâchés, les bras. Ils sont en train de travailler, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et l'autre chose aussi qu'on a vu avec Stéphanie... et Madeleine de l'autre côté, c'est en fait quand vous avez les pieds flex sur les flexions avant pour activer sans faire aussi non plus une hyper extension au niveau de l'arrière des jambes. Donc pareil, un peu pour les histoires d'ischio-jambiers, il faut faire attention à ça. Poussez bien la boule du gros orteil. Donc c'est une zone un peu vague, la boule du gros orteil, j'imagine pour vous. Je sais pas comment on dit en kiné. C'est la tête du premier métatarse. Merci, voilà la tête du premier métatarse qui est ici. Vous appuyez comme si vous aviez quelque chose contre la tête de votre premier métatarse. Alus valgus. C'est ce qui se déforme quand on a... Oui, c'est ce qui sort, c'est l'oignon de l'alus valgus. C'est l'oignon de l'alus valgus, d'accord. Voilà, donc vous poussez cette zone-là pour pas que ce soit trop que ce soit en hyper extension non plus au niveau de l'arrière des jambes et que ça étire aussi
un peu l'avant des jambes, quoi. Voilà. Ok. Et encore une dernière chose, donc il y a certaines personnes qui vont avoir un peu les pieds rentrés vers l'intérieur, les bords externes des pieds rentrés vers l'intérieur. On a les pieds comme à plat contre un mur. Hein, je l'ai fait pour quelques personnes aussi, donc voilà. Faites attention à ça et voilà, les bras actifs. La même définition, la cause, c'est la raideur du système nerveux périphérique. Donc, je vais être en confort comme ça, et dès que je me remets comme ça, je vais sentir le nerf sciatique qui va tirer sur le côté. Mais c'est beaucoup plus confortable d'être comme ça. Forcément. Mais ça travaille moins. Voilà, ça travaille moins. Alors, on continue avec l'extension. L'extension, donc les postures d'extension, c'est cobra, sauterelle, chien, tête en haut, sphinx, chat dos creux, demi-pont aussi. Les demi-ponts, hein, c'est une extension parce que demi-pont, on travaille la zone du bassin, mais par ailleurs aussi l'abdomen, qui est étiré, et la poitrine. Demi-pont et pont, bien sûr. Le demi-pont, c'est une extension. Le pont, c'en est un d'autant plus. L'arc, on ne fait pas souvent l'arc. On verra s'il y a des motivés pour le faire là. On va voir ça. La posture du chameau. Alors, vous voulez une démonstration, c'est ça? C'est quoi? C'est lequel? Alors, je te dis de le faire? Je t'indique comment on le fait? Vas-y, comme ça, on va regarder. En enregistrant. Donc, les bienfaits, c'est renforcement de la chaîne postérieure et antérieure, étirement de la poitrine, une respiration plus ample, des poumons qui sont étirés, un travail d'auto-grandissement. Donc, c'est des postures qui aident à lutter contre l'avachissement. Ça libère aussi le diaphragme puisque la respiration est plus ample, donc le diaphragme a un mouvement plus ample, donc plus de massage abdominal, plus de drainage lymphatique et sanguin, encore et toujours. Anti-lumbago, diminution des douleurs du haut du dos, nuque, épaule, antidiastasis, prolapsus, favorise la digestion, ça je l'ai un peu dit avec le massage abdominal, la circulation sanguine et la respiration dorsale. Est-ce que tu peux nous dire un peu des choses plus scientifiques sur ce que je viens de dire là? Après, toi, tu as trouvé ça dans les bouquins? Dans les cours de yoga sans dégâts de Bernadette de Gasquet. Enfin, j'avais fait une formation yoga sans dégâts Bernadette de Gasquet. Ouais. Oui, alors ça, je connais pas les travaux scientifiques qui ont été menés sur cette posture-là en particulier, mais et sur les extensions, l'ensemble des postures de yoga, de toute façon, voilà, c'est comme ça on va se renforcer, on va limiter, voilà, tout ce qui est avachissement, comme tu dis. Prolapsus parce qu'on va tonifier le périnée dans beaucoup de postures de yoga, on va tonifier le périnée, donc ça va lutter contre le prolapsus. Tu peux redire ce que c'est que le prolapsus? Alors, le prolapsus, c'est la descente d'organes, c'est ce qu'on appelle la descente d'organes, qui va toucher beaucoup plus les femmes avec les accouchements, un périnée qui a été maltraité par les accouchements, et voilà. Il a du mal à se tonifier. Et comment ces postures-là, elles luttent par exemple contre le prolapsus? Enfin, je sais, mais est-ce que toi tu veux expliquer aussi scientifiquement de manière concrète comment on explique que le yoga notamment, ou ces postures-là spécifiquement, ça va aider le mouvement physiologique du périnée? Qu'est-ce qu'il faut faire avec un périnée? Quand on fait l'auto-agrandissement axial actif, en fait, on va créer une synergie musculaire où on active les spinaux, donc les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. On va activer le transverse et on va activer le périnée parce que ces neurones s'activent en même temps, en fait. Donc, quand on va faire de l'autograndissement, on va sentir son périnée qui se contracte. Il faut y penser aussi. La conscience, ouais, c'est bien, continue là-dessus. Vas-y. Oui, La conscience, ça change aussi beaucoup. Oui, il faut être en conscience de son périnée qui travaille aussi en même temps. Donc là, on va favoriser encore plus l'activité. Le fait d'en avoir conscience. Sur ces muscles-là. Ouais. Voilà. Et avec le transverse qui va se faire automatiquement aussi. Parce que ce qu'on cherche à faire, alors ça c'est plus pour la partie justement l'autre formation que j'avais faite, yoga pré-postnatal avec Bernadette de Gasquet, donc pour les femmes mais pour les hommes, ça concerne aussi les hommes, on a tous un périnée. Ce que l'on cherche à faire avec notre périnée, c'est sûr que c'est plus une préoccupation pour les femmes, c'est qu'il soit élastique. On cherche pas à ce qu'il soit trop contracté, trop engagé, donc il faut pas l'engager tout le temps. Et d'ailleurs, moi je suis pas professeure de pilates, et donc je vais pas dire de bêtises là-dessus, mais en pilates ils disent qu'il faut avoir un engagement presque constant,
je sais pas comment ils le conçoivent exactement, mais en tout cas, c'est délétère. Ça fibre pour les fibres du périnée, c'est pas bon en fait de le contracter tout le temps. Il faut, en fait, ce qu'elle conseille Bernadette de Gasquet en très gros résumé, c'est sur un mouvement physiologique, quelles que soient les pratiques qu'on a physiques, mais le yoga en particulier, on inspire. À la fin de l'inspiration, on engage le périnée en starter, c'est-à-dire qu'on en a conscience, on en prend conscience, on l'engage, ce périnée qui fait à peu près cette taille-là, 2 paumes de main au niveau du fond de la culotte. On l'engage et après, on le laisse tranquille, c'est-à-dire en gros, ça se fait tout seul, l'engagement se fait de manière physiologique et spontanée, mais on ne va pas maintenir engagé en fait. Voilà, juste pour la précision sur le périnée, ça a son intérêt, parce qu'après, ça amène des complications quand même. Si il est trop contracté, c'est pas OK. S'il est trop détendu, c'est pas non plus OK, quoi. Il y a un moment où il doit se relâcher pour les rapports sexuels, pour uriner, pour déféquer. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une suractivité tonique de ce périnée, parce qu'après, on va avoir des problèmes de constipation, on n'arrive pas à relâcher. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on peut trop renforcer un muscle et finir par l'enraidir et finir par le hypertonifier, quoi. Bien sûr. Voilà, ou comme pas assez le stimuler, quoi. C'est les prolapsus, c'est les fuites, etc. quoi. Ouais. Voilà. Ok. Voilà pour cette parenthèse périnée qui a son importance. Alors, problème et risque. Chaîne postérieure trop courte, flexion des hanches limitée. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces flexions arrière quand on a l'extension, tu veux dire? Ah non, pardon, en plus du coup, excuse-moi, c'est moi qui suis pas au bon endroit. Je me disais, c'est bizarre, ouais, non. C'est pas la bonne info en fait. Ouais, extension, non, ouais. Ah oui, alors dans l'autograndissement, garder la ligne des épaules toujours éloignée de la ceinture abdominale, ça c'est intéressant aussi d'avoir cette image en tête. Je pense que ça peut aussi pas mal parler. Voilà. Et donc ce que je disais, voilà, gainage abdominal, de bien garder cette histoire de gainage abdominal, d'autograndissement des différentes parties autour de la colonne vertébrale. Bon, je pense que c'est à peu près... sur cette posture-là, si on n'engage pas ses abdominaux et qu'on les relâche, on va se retrouver en hyper-extension. Et quelqu'un qui est sensible en bas du dos, là, avec une petite discopathie, un peu d'arthrose, et ben, ça peut faire mal parce qu'on est en hyper-extension. Tu es en hyper-extension dans la posture, mais on va pas rajouter encore plus. Donc en contractant les abdominaux, transverses notamment, on va pouvoir maintenir un confort dans la posture. Voilà, en engageant les muscles opposés, en fait. Ça a son intérêt d'engager les muscles opposés. Juste un truc auquel je pense, quand tout à l'heure, Léna, elle a eu mal parce que je l'ai étirée trop brusquement, et c'est de ma faute. Concrètement, ce qui s'est passé, et c'est intéressant du coup de voir ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas fait son étirement en conscience parce que c'est moi qui l'ai fait à sa place, en fait. Donc, c'est pas génial, voilà. C'est l'exemple parfait de c'est pas génial. C'est-à-dire, c'est l'étirement passif, mais intense, c'est pas OK. Parce que après ça va être un étirement passif en yin où on relâche le corps et là c'est pour le coup c'est en conscience justement. Mais là du coup il aurait vraiment fallu que je lui dise inspire et puis expire, va vers l'arrière, ce qu'on a fait la deuxième fois mais pas la première. Donc voilà, ça vous permet de bien vous rappeler de faire attention à ça. Allez, on va. Donc on continue avec les inflexions latérales. La posture du triangle, Utthita Trikonasana, Utthita Tanasana. Tout ce qui est inflexion latérale, c'est par exemple là si on est le buste redressé, donc on est assis, voilà, et on va aller chercher à fléchir par exemple le côté gauche et à étirer le côté droit. Ça c'est une inflexion latérale tout simplement. Donc, c'est ce qu'on fait avec la posture du triangle et d'autres variations autour de la posture du triangle. Et donc, dans ces postures-là, les bénéfices, c'est d'étirer les flancs, d'équilibrer droite et gauche, de détendre les muscles paravertébraux, je laisserai Kevin nous préciser ça, de lutter contre les scolioses. Ça permet aussi, encore une fois, d'étirer la cage thoracique et de mobiliser les côtes et le diaphragme. Toujours. Voilà. Je vais dire les risques et après je te laisserai dire toutes les choses là-dessus. Pincement des disques, donc ça il va falloir faire attention au pincement des disques, à l'augmentation de la pression intra-abdominale, attention à ça, attention au diastasis et au prolapsus, toujours un peu les mêmes histoires.
Voilà, l'ajustement, je vais juste dire rapidement, après on va voir en détail dans les postures, mais l'ajustement, il faut garder cette idée que la ceinture scapulaire, les épaules, doit toujours rester au maximum éloignée de la ceinture abdominale. Donc cette ligne-là doit toujours rester éloignée de cette ligne-là. Donc là, si je fais ça, comme ça, donc voilà, c'est-à-dire qu'en gros, je rapproche mon épaule droite de ma hanche droite, ça, c'est pas OK. L'idée, quand je fais une inflexion latérale, c'est que je garde quand même cette épaule droite éloignée de cette hanche, et en même temps que j'allonge le flanc gauche, là, le flanc droit, même si c'est celui sur lequel je fléchis, je vais quand même essayer de le garder allongé, malgré tout, même si je fléchis sur ce côté-là, donc il va pas non plus être aussi allongé que l'autre côté. Mais j'essaye de le garder allongé, malgré tout. Ok. Si tu veux ajouter des trucs là-dessus. Tu veux redire les contre-indications. Nous avons pincement des disques, augmentation de la pression intra-abdominale, donc augmentation de diastasie, c'est pour l'abscisse. Alors des questions sur ces mots qui font peur là. La diastasie. Diastasis, ça veut dire écartement. Voilà. Des grands droits. Attends, diastasis des grands droits. Sauf quelqu'un qui vient d'avoir une chirurgie au niveau abdominal, voilà, on n'a pas d'augmentation de la pression abdominale, fuite. Voilà, donc après c'est périnée, est-ce que j'ai des grosses fuites? Si je fais des exercices comme ça, mais comme plein d'autres, voilà, si je n'engage pas mon périnée un petit peu, si je ne le renforce pas, je risque d'avoir quelques fuites si je suis sensible de ce côté-là. Après, le pincement discal, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose qui vient pincer le disque, c'est le terme médical pour dire diminution de l'espace entre les vertèbres. Voilà, donc c'est un disque qui est rétréci, et ça c'est synonyme d'âge, c'est des rides internes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qui peut arriver quand on fait les inflexions latérales de manière délétère et pas comme ce que je viens de vous dire avec la ceinture scapulaire, qu'on cherche pas à éloigner de la ceinture abdominale. Là, il y a un pincement de disque, quoi. Ouais, on écrase, quoi. Un écrasement, ok. Donc on dit un écrasement à ce moment-là. On peut s'irriter un ligament, voilà. On ne va pas favoriser un pincement discal radiologique, ça c'est l'âge. Okay. C'est l'âge ou une fragilité génétique. Donc on dit écrasement qui mènerait au pincement. Oui, on peut dire ça, mais à très long terme en tout cas. Okay. Voilà, ça ne va pas faire un pincement discal en quelques pratiques. Oui, non, ça c'est important de le dire. En effet, oui, c'est vrai qu'il y a cette idée que, évidemment, c'est à long terme. C'est pas en une fois. Mais la sédentarité va favoriser les pincements discaux aussi. Hein. Quelqu'un qui n'active pas sa colonne vertébrale et qui est en écrasement en permanence, devant les ordinateurs ou les consoles, il va faire du pincement discal aussi. Comme de la même façon, ça c'est pas vraiment du yoga, mais le fait de mal se tenir comme ça, là je vous parle et j'ai pas toujours le dos droit, je suis prof de yoga, mais en fait c'est pas grave. Voilà, okay. C'est pas un problème en fait. Voilà, on peut se tenir comme ça par moment et c'est pas grave. Ça, par contre, si c'est tout le temps, c'est un problème. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Ok, donc on va voir le détail des postures, lesquelles on va faire. Alors pour les torsions, il y a la torsion en triangle, il y a la torsion justement en Uddita Parsvottanasana, la torsion aussi Ardha Matsyendrasana, qui est celle-là qu'on va faire comme ça. Ouais. Il y a aussi les torsions en Marichyasana qu'on fait beaucoup dans l'Ashtanga, la C et la D qu'on fait ici, ou alors torsion avec demi-lotus, voilà, qu'on va les faire comme ça. Voilà. Et donc ces torsions, elles stimulent la digestion, elles étirent, elles renforcent les obliques. Alors les obliques ici, les transverses c'est là. Donc les transverses c'est la ceinture du pantalon, les obliques c'est comme ça, donc ça étire ces deux muscles là, ces multiples muscles, ça les renforce. Aussi étirement des muscles rotateurs externes des hanches. Oui, parce qu'on va aller chercher aussi dans les hanches, pas mal. Action sur la zone sacro-iliaque, essorage des disques. Ça met une contrainte, mais juste sans écrasement sur les disques. Donc, je te laisserai juste préciser ça. Voilà, donc c'est des postures dynamisantes. Alors après, il y a cette histoire aussi dans les torsions de chercher à garder une légère antéversion et pas de rétroversion dans les torsions. Donc moi, ça c'est comme ça que je l'ai appris en version Bernadette de Gasquet. Donc si on fait une torsion, si je fais une torsion par exemple avec là les lombaires arrondis, c'est pas ok en fait. Parce que du coup, ça va limiter surtout. Alors ça limite, mais du coup, c'est pas physiologique. Moi, je l'ai appris comme ça. Oui. Que là, évidemment, ça va plus loin si j'ai l'antéversion, et que là, en fait, c'est pas non plus ok. Puis ça préserve pas les courbures physiologiques, du corps, quoi.
Tu mets beaucoup de contraintes sur les ligaments en fait, postérieurs en faisant ça, quand tu es en kyphose. Sur les ligaments postérieurs. Sur les ligaments postérieurs, tu vas beaucoup les étirer, puisqu'ils sont déjà étirés par la position en flexion. Et tu fais double punition pour les ligaments qui sont derrière. Donc tu peux te faire mal aussi aux muscles en plus. En fait. Ok. Et donc les risques, c'est la lordose, l'hyperlordose, donc justement d'aller un peu titiller l'hyperlordose. Et donc s'il y a trop de compression aussi, ça va pas être ok. Et donc ne pas faire aussi cette posture-là en fermeture thoracique. De toute façon pour ces raisons-là qu'on a dites, et puis aussi toujours parce que en fait ça empêche la respiration physiologique. Pareil, gardez bien le menton parallèle au sol ou les cervicales dans l'axe selon comment on est, parce que si on fait le triangle en torsion, donc on va être ici, et là on garde les cervicales dans l'axe quand on fait le triangle en torsion, mais on peut avoir tendance à faire ça ce sera pas ok, ou alors avoir aussi la colonne vertébrale désaxée vers là ou vers là, ça c'est pas bon. Quand on fait le triangle, il faut bien garder et la colonne vertébrale dans l'axe. Là du coup on a la colonne vertébrale dans la longueur du tapis, hein, on n'est pas érigé comme si on était assis, et le menton vers l'épaule du haut, épaule et menton parallèles au sol si on est assis par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les risques par exemple, est-ce que tu avais des choses à ajouter là-dessus? Simplement sur tu as parlé d'essorage du disque, en fait on sait que les contraintes en rotation de la colonne vertébrale, en fait elles sont bonnes pour la bonne santé du disque, et ce qui est mauvais c'est les rotations avec des ports de charge. Voilà. Quand on éloigne du centre de masse une charge, même faible, et qu'on fait des rotations, c'est là qu'on va, au fur et à mesure, créer des lésions discales. Mais la rotation, comme dans un cervi, dans des coups, peu importe, avec des raquettes, ça, c'est physiologique. Et bon à la santé. D'accord. Donc, le fameux essorage des disques, c'est bon pour ça, quoi. C'est bon pour maintenir la souplesse en rotation, ce qu'on a besoin. Faire des créneaux, par exemple. À minima. Voilà. Il y a un peu une sorte de débat dans le monde du yoga, je vais essayer de le résumer en rapide, qui dirait que les torsions c'est donc un essorage, et que donc ça stimule la digestion, et que faire des torsions ça nous aiderait à digérer plus vite. Ça c'est pas aussi sûr que ça, en tout cas ça va aider à compresser les organes abdominaux. Donc après comme on les compresse les organes abdominaux, après du coup ils sont réafflués de sang, je pense qu'on peut dire ça comme ça. On va mobiliser les viscères en faisant les rotations. Voilà. On va contracter les abdominaux transverses, les obliques, donc ça va faire vivre tout ce petit monde, ça va créer un massage. Ça crée un massage. Après de là à dire que ça accélère la digestion, ça c'est pas du tout prouvé scientifiquement. Accélérer, c'est aller plus vite, ça je sais pas. Voilà. Bon, ça c'est juste parce qu'il y a beaucoup de après les fêtes ou les détox, les torsions pour les détox. Voilà, c'est un peu plus discutable. C'est commercial, voilà. Non, mais la ventilation diaphragmatique, elle va aider de transit. Ça, c'est sûr. La ventilation diaphragmatique, mais ça, c'est plutôt la respiration physiologique. On va tendance à être constipé, par exemple. Les gens qui n'ont pas du tout de ventilation abdominale, on a tendance à la constipation. Mais c'est juste revenir à une respiration ample, fluide. C'est quand le diaphragme arrive à descendre et ça étire un petit peu la paroi abdominale. Ventilation thoracique. C'est avec le haut. Parce que le diaphragme, on peut aussi redire un peu la forme du diaphragme et ce qu'il est. Le diaphragme, c'est un muscle en forme de dôme qui s'attache sur le sternum, sur les côtes, et sur des piliers qui s'attachent sur les vertèbres lombaires. Et quand il se contracte, il s'abaisse, il se resserre et il écarte les côtes. Sur l'inspiration, c'est un muscle inspirateur principal. Donc, quand il se contracte, il descend, il pousse les viscères en avant. En bas, il y a le plancher périnéal, donc les viscères vont avoir tendance à repousser un peu la paroi abdominale avec le nombril vers l'avant. Donc on dit respirer avec le ventre. En fait, on respire bien avec les poumons, heureusement. Et on fait avancer la paroi abdominale à chaque respiration. Ça, c'est la respiration physiologique, diaphragmatique. Voilà. Après, et sur l'expiration, c'est le périnée qui s'active et qui repousse le tout vers le haut. Moi, j'ai appris comme ça. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Non, ça, c'est l'élasticité intrinsèque du parenchyme pulmonaire, donc de la structure même du poumon, et des côtes qui sont écartées, qui vont faire revenir. L'expiration est totalement passive. Oui. Que l'inspiration qui est active. Mais que c'est le périnée qui repousse le tout vers le haut et que le diaphragme, il est passif sur l'expiration. Le périnée, il n'a pas d'activité sur l'expiration. Ah, marrant, d'accord. Bernadette de Gasquet, elle enseigne comme ça.
Ou c'est moi qui ai mal compris, mais de la répéter plusieurs fois. Ouais, non, le périnée, il repousse pas les viscères vers le haut, t'imagines? Il serait fort, quand même. Ouais. C'est un diaphragme inversé, tu vois, il pousse. Ouais, c'est un diaphragme inversé. Non, c'est un plancher de pression, par contre, le périnée. Ok. Quand tu inspires, pour ça, quand tu fais des efforts expiratoires, les femmes qui ont des fuites, par exemple, c'est quand elles vont courir ou quand elles vont faire du tennis qu'elles vont avoir les petites fuites, parce que ce périnée, il n'arrive pas à maintenir les pressions abdominales. Ouais, mais c'est une pression inversée, si tu préfères le dire comme ça. À l'inspiration, voilà, il y a le diaphragme qui travaille. Alors l'inspiration, le diaphragme est actif. À l'expiration, il est passif. Ça reste vrai. Il prend appui sur les viscères, et ça écarte les côtes, et ça fait rentrer de l'air par la dépression, en fait. Et après, expiration, c'est un temps de relâchement du diaphragme. L'élasticité des côtes et des poumons veut revenir à l'état d'équilibre, et ça revient, l'air repart tout seul, en fait. Ok. Et donc il est engagé, c'est ça? C'est ce qu'on apprend en rééducation. C'est ça, voilà. C'est pour ça que je suis un peu surprise. Il est en tension, quoi. Oui, il faut le contracter. C'est pas lui qui a un muscle expirateur. On l'engage en starter et puis après, spontanément, il fait une contre-pression. En tout cas, il y a quand même une poussée vers le haut dans l'autre sens. Tu peux pas dire que c'est un muscle expirateur. J'ai pas dit que c'était un muscle. Bon, voilà, ok. C'est pas lui qui fait l'expiration. Okay. On continue maintenant avec les équilibres. Donc, il y a des équilibres, les pieds dans le sol ou un pied dans le sol. Et puis, il y a des équilibres aussi en inversion. Mais on fera après les inversions, donc on va voir ça après. Dans les postures d'équilibre, il y a par exemple la posture de l'arbre, la posture des guerriers. Les postures que vous avez faites là, c'est des postures d'équilibre. Ces deux-là avec donc le triangle et Utthita Parshvakonasana, c'est aussi une posture d'équilibre parce que vous avez bien senti, ça bouge pas mal. Parce que les deux pieds, l'un devant, l'un derrière, soit sur la même ligne quand c'est en version, pas en torsion, soit c'est un peu décalé les pieds largeur du bassin quand c'est en torsion pour s'aider un peu dans la torsion. Même les pieds largeur du bassin, c'est pas si stable que ça, c'est pas évident, quoi. La posture de la montagne, en soi, ça peut aussi être une posture d'équilibre quand on a les pieds rassemblés. On va regarder ensemble, justement, le fait d'avoir les pieds rassemblés, ça va aussi pas mal stimuler des muscles du fait de l'équilibre que ça nous demande, quoi. La posture sur la tête, donc c'est une posture d'équilibre. Quand on est en posture sur la tête avec les mains devant ou bien les avant-bras de chaque côté de la tête, ça va être aussi une posture d'équilibre finalement. On va chercher l'équilibre. Les bénéfices de ces postures d'équilibre, c'est de travailler la concentration. Elles aident beaucoup à travailler la concentration. La détente, comme toutes les autres postures par ailleurs. C'est un travail fin sur la voûte plantaire. Ça, c'est, on a fait pas mal de ce point de vue-là. Sur le centre de gravité, sur notre centre de gravité, c'est aussi un renforcement musculaire et un gainage. Donc selon les postures, ça va être au niveau des épaules, des bras, du dos. Sur les postures inversées, la posture sur la tête, ça va être assez gainant pour le dos. Les risques de ces postures, par exemple, quand on va dans la posture sur la tête, c'est d'y aller un peu avec beaucoup trop de volontarisme, encore une fois, où on se jette dans la posture et on ne sait pas bien ce qui se passe après. Souvent, dans la posture sur la tête, Shirsasana, quand on va rentrer dans cette posture, au début, il y a les personnes très enthousiastes et c'est super parce que du coup, elles n'ont pas peur, mais elles y vont et puis après, elles disent « Ok, mais qu'est-ce que je dois engager ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? On ne sait pas trop. » Et du coup, ça peut être délétère pour les cervicales, ça, pour le coup. C'est pas bon parce qu'il faut bien activer les muscles autour des cervicales, les bras bien engagés pour bien monter sans que ce soit délétère, quoi. Et donc, de fait, aussi des compressions discales qui peuvent arriver, faire des compressions qui pourraient après créer des pincements. Voilà, il y a aussi, j'ai pas trop parlé de l'hyperlaxité, mais ça a aussi son importance, pas particulièrement par rapport aux postures d'équilibre, mais de manière générale, l'hyperlaxité, c'est quand, Kevin, si tu veux nous faire un point sur l'hyperlaxité, tu seras vachement plus scientifique que moi, mais en gros, c'est quand on va plus loin que ce que l'articulation devrait nous autoriser, et quand on tend un bras, par exemple, le coude, on va avoir l'impression que pour nous, tendu, c'est normal en fait, mais sauf que par rapport à d'autres personnes, ça va aller plus loin que 180 degrés. Et faut vraiment faire attention à ça parce que au bout d'un moment, c'est délétère pour l'articulation. Il faut bien engager les muscles autour. Et donc, c'est fatigant en général pour les personnes qui sont hyperlaxes parce que ça demande un travail vraiment d'activation des muscles autour en pliant légèrement. Moi, je suis un peu hyperlaxe des coudes, etc. Bon, il y a beaucoup plus hyperlaxe que moi. Mais du coup, ça nécessite d'activer autour
pour bien préserver les articulations. Si tu veux dire peut-être. L'hyperlaxité, les gens qui sont hyperlaxes, c'est des gens qui ont des amplitudes articulaires très importantes. Voilà. Et qui vont aller au-delà de la normale, comme tu disais, la rectitude du genou. Il y a des gens qui vont aller plus haut, on peut leur tirer le pied là, et puis ça va à moins 10, moins 15, moins 20 degrés. Donc c'est la posture de la pince. Ça favorise des blessures. Les gens qui sont hyperlaxes et qui se font des entorses, des ligaments croisés en faisant 3 fois rien, quoi. Même pas en allant en ski, en se blessant, et puis à répétition en plus. Et les entorses sont favorisées par l'hyperlaxité. Et les gens qui sont hyperlaxes, ils vont se porter porter la charge de travail sur leurs ligaments et sur leurs articulations. Par exemple, coude tendu, elles vont se porter sur les ligaments, elles vont tenir très très longtemps comme ça, puisqu'on va être en étirement ligamentaire. Et leur fait de demander, tu disais, ça leur demande beaucoup de travail, oui, parce que dès qu'on engage le muscle, elles n'ont pas l'habitude, donc ça travaille fortement les muscles. C'est pas très agréable en général pour les hyperlaxes, mais il y a vraiment un travail musculaire à faire. Il faut faire attention sur ne pas se porter trop fort sur les ligaments, parce qu'après ça continue d'étirer, d'aggraver le problème, quoi. Ok. Je sais pas, peut-être des choses sur les bénéfices des équilibres par rapport à la voûte plantaire, peut-être des choses que tu vois. Le travail d'équilibre, bon pour le risque de chute, quoi. Donc pour le vieillissement, c'est top. En préventif. Pour éviter de chuter, voilà. Donc l'équilibre, c'est bon à maintenir toute sa vie, pour maintenir son autonomie, sa locomotion, etc. Et ça travaille beaucoup le système nerveux, en fait. On parle ligaments, on parle, etc., mais ça sous-tend une activité neuronale. Donc des boucles de contrôle entre le cerveau et le cervelet, et voilà. Donc quand on est en activité d'équilibre, on entretient son cerveau surtout. Ah, important. C'est le maître de tout, quoi. Donc c'est important. On finit avec les inversions. Donc ce qu'on appelle inversion, c'est toutes les postures où on a le voile du palais dans la bouche en dessous du niveau du bassin. C'est comme ça qu'on le dit en yoga. Une inversion, c'est une posture où on a le voile du palais en dessous du niveau du bassin. Merci Kevin. Donc ça veut dire que par exemple, celle-ci, c'est une inversion. Uttanasana. On a la tête en dessous du niveau du bassin. Uttanasana. Chien tête en bas, c'est une inversion. La chandelle, la charrue, le chat qui s'étire, le demi-pont aussi. Le pont, c'est une inversion. Shirsasana, la posture sur la tête. Corbeau, Bakasana. La posture sur les mains, on appuie juste sur les mains, c'est une inversion. Bon voilà, il y a pas mal d'inversions différentes. Les bénéfices, c'est un retour veineux et lymphatique, ça irrigue le cerveau, ça permet de lutter contre la gravité, soulage le périnée. Pour les femmes enceintes, cool les inversions, parce que pour les femmes enceintes, surtout au bout de du 7e, 8e et 9e mois, elles n'en peuvent plus du poids concrètement, et les inversions, ça les soulage énormément, par exemple, voilà. Donc c'est des étirements aussi, toujours, c'est du yoga, des étirements. Renforcement des muscles du dos, sans les raccourcir, ça c'est bien aussi les inversions pour ça, parce que en fait, donc c'est chercher l'autograndissement, c'est pas toujours évident quand on est dans l'axe, dans le sens de la gravité habituelle, mais quand on a la tête en bas, et étirer les vertèbres et créer de l'espace entre les vertèbres, c'est plus facile, clairement. Bon, après, quand on fait en plus les postures sur la tête, par exemple, on active le dos, donc, et on est aidé par la gravité inversée, et en plus, on travaille musculairement. Et puis ça change le schéma corporel, ça permet d'avoir une vision de soi inversée, ce qui est quand même assez intéressant, de mettre la tête en bas et les pieds en l'air, ou simplement même juste en chien tête en bas, ou de relâcher la tête. On se voit plus tout à fait de la même façon. Voilà. Et ça nous change aussi nos repères dans l'espace. Donc ça remet pas mal de choses en perspective. Les risques, hypertension artérielle, hyperpression intracrânienne, glaucome, hyperpression oculaire, compression cervicale, coup du lapin sur charrue-chandelle. Et donc par exemple sur la charrue, attention de ne pas laisser la gravité agir sur les disques en charrue. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois en charrue, à l'asana, de bien activer les jambes et de bien pousser les fessiers vers le ciel. Voilà, on va revoir ça, on va essayer de revoir au moins ça, et peut-être la posture sur la tête, on va voir, mais la charrue, c'est bien de revoir ce détail-là, d'activer les jambes et le dos. Voilà, si tu veux dire des choses là-dessus, Kevin. Surtout sur les contre-indications, quoi. Ouais. Forcément, des cervicales qui ont été opérées, on va éviter des postures comme ça, des hernies discales en cours qui flambent avec des névralgies, des choses comme ça. Voilà, on va pas aller travailler sur les cervicales avec le poids. Mais c'est sûr que ça renforce énormément, ça tonifie.
il n'y a pas de lésions qui vont de dégénérescence qui vont être favorisées par ces postures-là si elles sont bien faites. Après, c'est une histoire de fréquence, forcément, et d'intensité. Parce que si tu en fais matin, midi et soir pendant des heures et des heures et des heures, ça va finir par, comme toute pratique trop intense. Voilà. Et qu'est-ce que tu dis par rapport à des hernies cervicales qui seraient silencieuses ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une hernie cervicale silencieuse. Ouais, qui n'est pas encore symptomatique. Bah oui, qui n'est pas symptomatique. Ouais, bah si on Alors, attends, déjà peut-être redire ce que... Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont des hernies discales... Qui ne le savent pas. Voilà, c'est ça quand même. Tout le monde, d'ailleurs. Enfin, tout le monde... Parce que j'ai de l'arthrose lombaire et je ne le sais pas, en fait. Enfin, ça s'exprime de temps en temps par une petite sensibilité. Si tu veux juste dire des choses là-dessus. Voilà. On a tous des dégénérescences dans le corps, en fait. C'est synonyme de temps qui passe. C'est ce qu'on appelle les rides internes. Donc, si on prend 100 personnes dans la rue et qu'on fait passer des examens radiologiques IRM, il va y avoir beaucoup de surprises. Ah bon, j'ai ça, moi ? Bah ouais, mais c'est pas symptomatique. Et ça peut ne jamais l'être, d'ailleurs. En fait. Donc là, il ne faut pas avoir peur. Bon, si on a un peu d'arthrose cervicale, on peut faire la pratique quand même. Il faut juste, encore une fois, s'écouter, sentir si ça fait mal, si on a une douleur qui persiste après la posture ou qu'elle a de manière intense. Bah là, on va réfléchir quand même à ne pas la faire ou à la faire moins fort ou moins longtemps, etc. Peut-être juste par rapport à ça, moi je peux partager un aspect, une chose sur ma pratique, c'est que j'avais eu un accident de voiture, c'était en 2018, fin 2018, et j'avais, alors je suis prof de yoga, c'est pas pareil, mais quand même je pense que c'est un exemple qui peut parler à pas mal de monde. J'avais donc on m'avait dit que j'avais une protrusion cervicale, donc ça veut dire quelque chose qui sort un peu entre les deux vertèbres. La protrusion discale, c'est le premier stade de la hernie. Voilà, c'est avant la hernie. Il y a un petit bombement du disque vers l'arrière. Voilà. Et ils avaient vu ça parce que j'avais eu un accident et qu'ils avaient fait un scanner, voilà, mais en fait, ils auraient sans doute rien vu et c'était pas ça qui te faisait mal. C'était pas ça qui me faisait mal. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, de ce fait-là, comme beaucoup de monde, je me suis dit, mais mince, faut que je fasse attention à mes cervicales. Et donc les postures d'inversion, pendant plusieurs mois, les postures sur la tête, j'avais peur de les faire, je les faisais avec appréhension. Et en fait, je sais plus ce qui a permis que ça se relâche, mais il y a un moment où je me suis dit, mais de toute façon, c'est ce qu'il y a, c'est que tant que c'est gainé, tant que c'est bien engagé, il n'y a pas de problème pour faire la posture sur la tête, et je le sentais en fait. Et j'ai pas eu de soucis du tout en fait. Donc voilà, c'est pour dire aussi, enfin ça c'est un truc plus de l'ordre du psychologique, mais toi tu dois le voir aussi beaucoup avec les personnes qui viennent chez toi en kiné, c'est-à-dire que il y a aussi tout un travail à faire, et là c'est du mental, on en parlera beaucoup plus tout à l'heure dans l'atelier yoga émotion, sur le schéma mental qu'on a de soi et de son corps et de ce que l'on peut faire et de ce que l'on ne peut pas faire. Moi je dis, faut bien sûr nuancer, mais une bonne partie de nos limitations ne sont pas physiques mais sont mentales. Voilà, sur la petite parenthèse là-dessus, quoi. Après, il y a des choses, le corps, il veut pas, et il faut pas forcer non plus. Hein. Mais bon. S'il y a une douleur, c'est bien un signal qu'il y a quelque chose qu'il faut écouter. Si tu as mal dans les cervicales, quand tu fais la posture et que ça commence à te paralyser, à te picoter les bras, je pense qu'il faut arrêter, quoi. Voilà, tout en gardant en tête que le mouvement, c'est le médicament. Donc, il faut quand même garder une activité physique, quelle qu'elle soit, mais voir ce qui nous convient. C'est pas une obligation de faire des inversions en yoga, c'est jamais une obligation.